Vendredi 20 décembre 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À l'œil des actualités de ce jour, Harila Ramanantsoa est en passe d'être élu maire de la capitale selon les résultats provisoires annoncés aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante. La CENI, elle a obtenu 43,24% des suffrages contre 36,24% des voix pour le candidat du TIM. Le taux de participation aux élections communales et municipales du 11 décembre 2024 est de 48,79% au niveau national. Et pour la province d'Antananarivo en particulier, dont les résultats provisoires ont été publiés aujourd'hui, ce taux de participation est de 44,19%. Reportage. La candidate issue de la plateforme Irmar, Harila Ramanantsoa, remporte 106 643 voix, soit 43,24% des suffrages exprimés dans la capitale, selon les résultats provisoires publiés aujourd'hui par la SPATREC d'Antananarivo, structure provinciale ad hoc de traitement des résultats des élections communales. Elle arrive en tête des résultats provisoires devant le candidat du TIM, Tudzura Valmanen, crédité de 89 374 voix, soit 36,24% des suffrages. En troisième position vient Tainara Safinzuel avec ses 29 568 voix, soit 11,99%. Gaskar Fensou est quatrième avec 13 536 voix, soit 5,49%. Joseph Martin Radjiamampiun arrive cinquième avec 3 926 voix, soit 1,59%. Gina Razanamas et Mouzaro Indef, dernier, avec 0,56%. Le taux de participation aux élections communales et municipales du 11 décembre 2024 est de 48,79% au niveau national, selon la Commission électorale nationale indépendante. À noter que sur les 1695 communes à travers l'île, 1158 ont enregistré un taux de participation de plus de 50%. Pour la province d'Antananarivo en particulier, ce taux est de 44,19%. La proclamation des résultats provisoires s'est tenue aujourd'hui au siège de la CENI à Larbi, où Harila Ramanantsoa a été présente entourée de ses collaborateurs. Il est à noter que la proclamation des résultats officiels sera effectuée par le tribunal administratif, qui est l'instance compétente en matière de contentieux électoral. Cette étape est importante pour valider les résultats et assurer la légitimité de la nouvelle maire. En économie, Madagascar bénéficiera de 100 millions de dollars de la Banque mondiale dans le cadre du projet Repère. Ce projet vise à répondre rapidement aux dommages causés par les catastrophes naturelles. Le lancement officiel de ce projet a eu lieu hier. Plus de détails avec Ruth ou Christelle Hakoutmalal. Afin d'améliorer la préparation financière et la gestion des urgences, de fournir des réponses rapides et efficaces en cas de situation d'urgence, et de renforcer une gestion transparente et responsable des fonds grâce à des technologies modernes, la Banque mondiale a mis en place le projet Repère. Outre les Comores et le Mozambique, Madagascar bénéficie également de ce projet avec un financement s'élevant à 100 millions de dollars. Grâce à ce projet, dans un délai maximum de 7 jours après une catastrophe naturelle, les populations affectées recevront déjà l'aide nécessaire et les moyens pour la reconstruction. Hier, la ministre de l'Économie et des Finances, Raparnirina Sonrinj Asimbelu, accompagnée de l'ARC Ltd et de la Banque mondiale, a officiellement lancé le projet Repère à Madagascar. Ce projet, annoncé en juillet dernier, prévoit de s'étendre à 9 autres pays d'ici 2031 avec le soutien financier de la Banque mondiale. Ensuite, un projet de protection de l'alimentation et de la biodiversité à Madagascar contre la modification génétique, ou OGM et OVM, a été mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce projet est dénommé SINBF, au renforcement du cadre national pour la biosécurité en Afrique du Sud. Hier, 19 novembre 2024, a été effectué le lancement officiel de ce projet à Fiadanan. Natira Koutmav nous en dit plus. Les chercheurs malagasy ont pour charge de surveiller les denrées alimentaires et les marchandises entrant à Madagascar. Compte tenu du développement et des différentes technologies, les chercheurs internationaux procèdent déjà à la modification de la génétique et produisent des OGM et des OVM dans les aliments et organismes existants. Cependant, malgré leurs nombreux aspects positifs,
ils ont aussi des effets négatifs. Afin de contrôler la présence de ces OGM et OVM dans les types de denrées disponibles à Madagascar, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable ont mis en place une stratégie de renforcement des surveillances à travers le projet SINBF au renforcement du cadre national pour la biosécurité en Afrique du Sud. Le projet vise également à renforcer le cadre juridique et institutionnel de protection des organismes à travers la biosécurité pour assurer une mise en œuvre générale, stricte et transparente. Les bénéfices attendus sont nombreux: protection de l'environnement, amélioration de la sécurité alimentaire et développement des compétences locales par la formation et le transfert de connaissances. En accord avec la politique générale de l'État, ce projet contribue à un développement durable fondé sur la recherche scientifique. Selon la directrice de la recherche et de l'innovation au sein du ministère de la Recherche scientifique, le Dr HDR Josie Voulara-Dominique, le développement durable ne peut être atteint sans recherche. Il est ainsi essentiel que les travaux de recherche soient entièrement orientés vers le développement durable afin de garantir un avenir viable. Hier, 19 décembre 2024, au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Fiadanen, a eu le lancement officiel de ce projet. Poursuivons dans la partie sud de Madagascar, 12 000 agriculteurs ont reçu des semences, des engrais et du matériel de production mercredi dernier à Tolanar. L'objectif est d'améliorer les méthodes de production et de mieux faire face au changement climatique sur l'agriculture, a déclaré le gouverneur de la région Anos, venu distribuer ces aides émanant de l'entreprise QMM à Tolanar. Judicaël Radjianirin. À Ampasinampoun, dans le district de Tolanar, 6 000 riziculteurs ainsi que 6 000 autres agriculteurs ont reçu des semences, des engrais et des matériels agricoles mercredi dernier. L'objectif est de soutenir les agriculteurs, d'améliorer la production afin de faire face aux impacts du changement climatique, de promouvoir une agriculture durable. Une collaboration de la région Anos, de la direction régionale de l'agriculture et de l'élevage d'Anos et de la société QMM a permis l'octroi de ces aides à ces agriculteurs, incluses dans les RSE de l'entreprise. Outre les aides, des champs-écoles paysans ont également été aménagés pour les agriculteurs et des sites vitrines pour la culture du riz. Le projet vise donc à renforcer la formation des agriculteurs et à mettre en œuvre les techniques en fonction de l'évolution des conditions météorologiques. Le résultat attendu est l'autosuffisance alimentaire et l'amélioration de la qualité de vie des agriculteurs des communes à proximité de l'entreprise, telles qu'Ampasinampoun, Manjumjumj, Tolanar, Manabar, Sarsamp, Matalak et Sonejan. Il y aura un suivi technique des méthodes d'utilisation des semences, des engrais et des outils pour améliorer le rendement selon les informations. Page fait divers pour continuer. Des étudiants de l'université d'Ankat, sous-natifs de la région Atsimo-Atsinan, résidant actuellement à la cité Ankat, se plaignent des pressions qu'ils subissent actuellement. En effet, un individu qui prétend être président de l'association des étudiants natifs d'Atsimo-Atsinan leur demande 1 million d'ariars par logement pour régulariser la mutation du dit logement en leur nom. Ces étudiants en appellent aux responsables pour faire la lumière sur cette situation. Plus de détails avec Anna Martina sur les images de Sech Indiana. Normalement, les aînés qui ont fini leurs études passent leur logement au sein de la cité universitaire à leur cadet. Cela a été toujours le cas, notamment pour ces étudiants issus de la région Atsimo-Atsinan. Néanmoins, la mutation des logements pose actuellement problème. En effet, une personne qui prétend être président de l'association des étudiants natifs d'Atsimo-Atsinan leur exige 1 million d'ariars par logement pour cette mutation. Ces étudiants en appellent aux responsables pour faire la lumière sur cette situation. À noter, la Croix a fait une déclaration hier concernant la présence d'un groupe de personnes réclamant de l'argent aux étudiants pour obtenir les biens de l'université. Le directeur du Croix a confirmé que les responsables font déjà des efforts pour assainir la gestion de la cité d'Ankat, laquelle est réservée uniquement aux étudiants. En éducation, la technologie est indissociable du monde de l'éducation. Elle facilite le transfert des connaissances d'après les éducateurs. Cependant, les enseignants doivent être formés à cet égard pour pouvoir améliorer la qualité de l'enseignement. Fangessele Mireille et Yves Janel. La disponibilité d'équipements modernes
tels que les ordinateurs et Internet, facilitent la transmission des connaissances au sein des écoles. De nombreuses écoles utilisent déjà ces outils pour améliorer le secteur éducatif. Il faut suivre l'évolution de la technologie dans le monde de l'éducation, affirme un enseignant qui exerce dans l'éducation depuis 25 ans. La technologie ne facilite pas seulement l'enseignement, elle prépare également les élèves à faire face au monde du travail qui nécessite actuellement la maîtrise de la technologie. Ainsi, il est important de former les enseignants à cet égard. À noter que le deuxième bimestre de l'année scolaire 2024-2025 s'est terminé aujourd'hui. Poursuivons dans ce même contexte, le lycée moderne d'Ampefilou, ou LM, entre progressivement dans l'utilisation des nouvelles technologies. En effet, l'Internet est indissociable du développement d'aujourd'hui, offrant de nouvelles stratégies d'apprentissage et de collaboration. Le lycée moderne d'Ampefilou dispose désormais d'une plateforme pour traiter les notes des élèves. Entre autres, le LM est connu comme étant un lycée public pilote de la capitale grâce à ses bons résultats aux examens officiels chaque année. Reportage avec Anna Martina et Sech Andiana. Le lycée moderne Ampefilou est l'un des lycées publics de la capitale ayant accès à Internet actuellement. Les élèves ont accès à une connexion Wi-Fi. Le LMA dispose d'une plateforme pour traiter les notes des élèves selon les informations. Le lycée moderne Ampefilou a été fondé en 1965, un lycée public pilote de la capitale, et la quasi-totalité des élèves ayant obtenu leur BEPC choisissent d'y poursuivre leurs études. Le taux de réussite au baccalauréat chaque année est également d'environ 60 à 70%. De plus, de nombreux hauts fonctionnaires du pays ont étudié au sein du LMA, d'après les informations. Ce lycée fêtera son 60e anniversaire en 2025. Les responsables procéderont à la rénovation des infrastructures, notamment l'amélioration des toilettes, pour qu'elles soient adaptées à l'effectif des élèves selon les informations. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Mayotte, l'état de la calamité exceptionnelle a été activé. Il doit permettre de déclencher des mesures d'urgence pour commencer la reconstruction. Les assurés vont pouvoir être remboursés au plus vite. Reportage sur les images de France 24. Les décombres à peine dégagés, ce Mahorais retrouve son appartement et les dégâts que Chido y a laissés. Le cyclone a emporté la charpente d'un de mes voisins à 150 mètres et elle a atterri sur notre toit. Son toit a été arraché. Avec les fortes pluies d'aujourd'hui, l'eau s'est infiltrée partout. Cet appartement où il vit avec sa sœur n'est pas assuré. Il reste pour l'instant sans solution. Je ne sais pas si je pourrais payer. Ma sœur me dit de récupérer les tôles envolées et de les remettre en attendant. Mais on ne peut pas fixer une tôle s'il n'y a pas de charpente. Toute la charpente s'est brisée. Je suis en panique, je ne sais pas quoi faire. Un fonds d'indemnisation sera mis en place pour les personnes sans assurance. Mais même pour les 6% de Mahorais qui en ont une, c'est là où ça a lâché, le plafond. Les démarches pourraient être très longues. Ce père de famille vient de contacter son assureur et la réponse est loin de le rassurer. Ils vont prendre en charge seulement les meubles et rien d'autre. Donc, et nous ici, il y a eu des dégâts au niveau de la toiture et au niveau du plafond. On a à peu près estimé les dégâts à pas moins de 10 000 euros pour refaire tout ça. L'état de catastrophe naturelle décrété devrait faciliter les remboursements. Mais sur l'île, le chantier à venir est immense. Hôpitaux, écoles, la plupart des infrastructures ont été ravagées. Les 7 maisons de jeunesse de Mamoudzou sont détruites. Dans celles-ci, seuls les murs tiennent encore. Je pense que là, on en a pour minimum 6 mois, 1 an. Si c'était juste la nôtre, j'aurais compris celle-ci, il y en a 7, sans parler des écoles, sans parler. Donc, il y aura sûrement un ordre de priorité qui va être mis. Je pense que la priorité, ce sera les écoles, avant tout pour les enfants. Un état de calamité naturelle exceptionnel vient d'être décrété. Une première sur un territoire français. Son but, accélérer les démarches administratives et permettre à Mayotte de se relever au plus vite. Ensuite, en visite à Mayotte, sévèrement touché par le passage du cyclone Chido, Emmanuel Macron, le président français, a été vivement pris à partie et hué. France 24. Au milieu de la foule,
Emmanuel Macron tente encore ce matin de rassurer. Des poignées de main et quelques mots pour essayer d'apaiser la colère des Mahorais. On a besoin de l'eau. On traîne nos enfants de 3 ans pour aller à la rivière, pour aller prendre de l'eau. L'eau de boire, elle arrive déjà maintenant et ça va continuer. Et là, dans les prochains jours, ça va s'améliorer. Alors que l'aide commence à arriver, l'angoisse ne cesse de monter. Le président a prolongé sa visite sur l'île aujourd'hui et a promis d'accélérer les choses. Et comme toutes les autorités, les maires, leurs services ont été focalisés sur le secours, le déblayage, beaucoup de gens sont dans l'attente. Et donc c'est ça qui fait de l'angoisse et de la colère. Une colère qui s'est exprimée hier soir à Pamandzi. Une foule rassemblée pour crier sa détresse. On s'inquiète pour nos élèves. Nos élèves, ils sont vivants, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de littéralement mourir, les gens. Ils n'ont plus de maison. On n'a pas d'électricité. On n'a pas d'eau. Au milieu des huées, en bras de chemise, Emmanuel Macron tente de se faire entendre avant de s'emparer d'un micro et de répondre. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Le président a participé à une réunion de crise ce matin. Il vient de quitter l'île après 2 jours de visite. Alors que les groupes pro-turcs ont lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie après la chute de Bachar al-Assad, des milliers de manifestants ont défilé jeudi pour soutenir les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. Reportage signé France 24. Ils manifestent avec le drapeau de l'administration autonome kurde et celui de la révolution syrienne. À Kamnichi, au nord-est de la Syrie, à la frontière turque, les habitants de cette région contrôlée par les forces démocratiques syriennes, ou FDS, mettent en garde les nouvelles autorités incarnées par le groupe HTC. Ils veulent être reconnus dans la nouvelle Syrie à venir, en gardant leur autonomie. Nous sommes sortis aujourd'hui pour soutenir nos forces. Dans la nouvelle Syrie, quelle est notre place? Ils doivent reconnaître notre existence. Pendant de nombreuses années, le régime Assad nous a privés de nos droits les plus élémentaires. Nous voulons que la Syrie soit démocratique et que chaque personne y ait ses droits. Nous voulons nous rassembler sous la bannière de l'administration autonome kurde et peut-être que nous aurons une place dans une Syrie démocratique où il y a de la justice et de l'égalité. Les chefs d'HTC ont affirmé qu'ils voulaient étendre leur contrôle sur les zones kurdes. Ils affirment la place des Kurdes dans le peuple syrien, mais ne veulent plus du leadership des FDS. En cela, HTC est ouvertement soutenu par les Turcs, pour qui les FDS sont une menace. Ankara s'est même dit prête à aider militairement les nouvelles autorités syriennes. De leur côté, les FDS, qui tentent de repousser des offensives de combattants soutenus par les Turcs, sont prêts à négocier, mais à certaines conditions. Pour parvenir à un cessez-le-feu, nous sommes prêts à retirer nos forces pour être remplacés par des forces de la sécurité intérieure. Et pour cela, il faut qu'il y ait des forces américaines pour supervision. Et nous avons besoin également d'une garantie internationale pour un cessez-le-feu qui dure. Les FDS se disent prêts à se séparer des cadres non kurdes qui sont dans leur rang. Une concession envers la Turquie. Mesdames et messieurs, et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Data avec le journaliste Jean-Claude Angiamalal. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Au revoir à tous.